bienvenue à l'IDEM TV. Donc c'est la chaîne L'Immédiat et vous êtes avec nous pour l'émission Parole de Pro. Et aujourd'hui, on a l'immense honneur d'accueillir Victoire et Lionel pour le groupe The Liminianas. On peut les applaudir. Merci. The Liminianas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. The Liminianas, c'est aussi ça. Et c'est également ça. J'ai une amie, Vicky, son vrai nom est Suzy. On l'appelle Sue. Je l'appelle Vie. Un jour... The Liminianas, donc un groupe fondé en 2009. 2009, donc 10 ans d'existence. Un groupe qui est bien de chez nous et qui a un rayonnement maintenant international. Lionel, ça fait 10 ans que The Liminianas existe. Vous êtes deux cofondateurs, Marie et toi, et vous êtes beaucoup plus dans le groupe. Comment ça se passe exactement? En fait, on vient tous les deux de la scène garage punk pure et dure, dans laquelle on évolue depuis qu'on a 15-16 ans, donc ça, depuis très longtemps, puisqu'on n'est plus des perdreaux de l'année tous les deux. Marie n'est pas là, mais elle confirmerait. Et donc on a commencé à monter des groupes au lycée, à l'URSA, et à enregistrer, à produire des disques dans diverses formations assez rapidement, toujours en étant producteur de ce qu'on faisait, quoi. Et on a joué comme ça dans des groupes jusqu'à il y a 10 ans, où on a été un peu lassé des divers splits classiques de groupes qu'on avait vécus, toujours des groupes qui s'arrêtaient pour les mêmes raisons, soit de motivation qui n'étaient pas les mêmes pour chacun des membres des groupes, ou pour des histoires de boulot ou autre. Et en fait, on s'est mis, pour cette raison-là, à bricoler des chansons, juste tous les deux à la maison. Et comme il fallait bien un nom de groupe et que mon nom de famille c'est Liminiana, on s'est appelé The Liminianas pour en gros faire rire mon frangin, un peu dans l'idée des Ramones ou de tous ces groupes qui portent des noms de famille. Donc c'était juste une blague. Et ce groupe-là devait rester un groupe juste le groupe d'un couple en fait qui bricolait des chansons à la maison. Et en fait, comme on a balancé des titres sur MySpace pour faire écouter justement les deux premières chansons qu'on avait composées à mon frère et une paire de potes à droite et à gauche, on s'est fait repérer par un label américain et puis un autre. Et l'histoire du groupe a démarré comme ça. Donc 10 ans déjà, maintenant, que MySpace vous a porté un peu plus loin, aux États-Unis en premier. Et toi, Victoire, tu es tour manager pour le groupe. Qu'est-ce qui fait que tu as été chercher ce groupe? C'est eux qui t'ont contacté? C'est toi qui les as contactés? Alors, c'est eux qui m'ont contacté, Lionel et Marie en l'occurrence. J'étais dans leur ancienne structure qui faisait tourner le groupe il y a quelques années, Fuzz, et j'étais à la production, donc je restais derrière l'ordinateur. Et les choses ont évolué et ils m'ont proposé de prendre la route avec eux et de prendre la partie tour management. Donc tour managers, on prend la route avec les groupes. Oui, alors c'est la finalité, mais avant il y a quand même beaucoup de préparation, voilà, pour qu'on arrive au bon endroit, à la bonne heure, et que le show soit bon. Après ça c'est leur partie, voilà, c'est le final, mais voilà. Donc Lionel, on peut dire que Victoire fait partie vraiment du groupe. Ah oui, carrément, bien sûr. Ça fait partie des gens qui sont essentiels à ce que le groupe fonctionne dans sa tournée. Ouais, c'est essentiel, ouais. Sans Victoire, en gros, le concert n'a pas lieu. Très bien. C'est logique. Ah ouais. C'est logique. Vous avez 7 albums à votre actif. Oui. Plus une bande originale de film qui arrive, je crois. Tu peux nous parler un peu de ça? Alors, en fait, on a fait 7 albums studio qu'on a tous produits avec nos propres moyens. Donc, en fait, on n'a pas de... Jusqu'à présent, on n'a jamais touché
1 euro de subvention et on n'est jamais réellement allé dans un vrai studio, on a toujours tout bricolé à la maison. À partir de People, le dernier qu'on est allé finir à Berlin, chez Anton Newcombe, qui est le chanteur des Brian Jonestown Massacre, que vous connaissez sûrement, ou peut-être, mais donc, qui nous avait proposé de finir le disque avec lui, mais c'est aussi un home studio à Berlin. Donc en fait, ce groupe a jamais mis les pieds dans un vrai studio d'enregistrement pour travailler. Et donc le dernier disque qu'on ait produit, c'est une bande originale de film pour un film indépendant français qui s'appelle Le Bel Été, qui devrait sortir dans une paire de mois, je pense. Voilà. Et donc avec une collaboration avec Étienne Dao. Il y aura un titre chanté par Dao qu'on a rencontré sur la route du rock cet été. Et sinon, la majorité du disque est instrumental puisque c'est une BO. C'est la première fois qu'on fait ça. Super, très bel exercice. Bon, The Liminianas, c'est du rock, mais sans vouloir cantonner dans un style, est-ce que tu pourrais définir le rock des The Liminianas? Alors en gros, c'est peut-être le reflet de notre collection de vinyles. On peut dire ça, je crois. C'est qui va en fait du garage punk des années 60, donc la musique primitive américaine des 60s. Donc c'était toute cette tripotée de groupes qui après avoir reçu l'invasion des groupes anglais des années 60, donc comme les Beatles, les Kings, les Animals, tous ces groupes-là qui sont allés tourner aux États-Unis. Il y a des tas de mômes en fait dans tous les quartiers américains qui montaient des groupes avec des enregistrements de briques et de broc et ça donnait un son qui est le garage punk, qui a eu des tas d'influences sur des dizaines et des dizaines de groupes aujourd'hui, dont peut-être le plus connu, ça serait peut-être les White Stripes, mais même si les White Stripes ont aussi des influences blues et autres plus évidentes, mais en gros, c'est tous ces groupes des 60s punk américains ont été le berceau d'innombrables scènes qui ont suivi. Voilà, donc nous, ça, c'est la musique qu'on aime. C'est la musique qu'on préfère, je crois, mais en dehors de ça, ça mélange des influences du punk américain, donc des Ramones, The Suicide, de tous ces groupes-là, du psychédélisme anglais, du psychédélisme américain aussi. Mais on aime aussi beaucoup la soul, la musique noire américaine des 60s. Donc voilà, c'est une espèce de mélange mal joué, bricolé de toutes ces influences-là. Quand tu dis mal joué, tu veux dire que vous donnez l'impulsion sur scène, hein. C'est parce que c'est moi qui joue la majorité des instruments sur le disque et je joue bien de rien. Donc si vous jouez bien de rien, n'hésitez pas à le faire quand même. Et voilà. Et sur scène, oui. Alors là, il y a un truc qui est particulier avec ce groupe-là, c'est qu'en gros, on fait les disques à deux pour la plupart du temps, même si on invite des gens à intervenir dessus. Et le groupe que vous avez peut-être vu ou que vous verrez peut-être un jour live, et pas du tout le groupe qui joue sur le disque en fait. Donc on joue avec les mêmes personnes en concert depuis un bon petit moment maintenant. Et le process pour arriver au concert, c'est qu'en gros, une fois que Marie et moi avons fini de produire le disque, on l'écoute avec le groupe live et on se réapproprie chacun les arrangements, les pistes qu'on a pu enregistrer auparavant et on refait les arrangements du disque à 7. L'idée c'est ça. Et chacun remet sa patte de création à l'intérieur. Évidemment, ouais. Et sur scène, c'est une recomposition aussi? C'est une improvisation? C'est une récitation? Il n'y a rien d'improvisé. Il y a peu de place à l'improvisation. C'est de la musique répétitive. Donc c'est en gros 3 accords joués en boucle. Un peu comme dans la musique électronique, sauf que là c'est joué par des instruments électriques ou acoustiques. Donc c'est de la musique qui est très simple. L'idée justement, c'est d'arriver à composer sans jamais respecter le principe de base de la pop qui est le couplet-refrain. Donc là, en gros, il y a plutôt qu'un couplet ou qu'un refrain qui se répète et tous les arrangements des chansons sont faits autour de ce principe-là, sur la répétition et sans prétention aucune, l'idée d'obtenir une forme de trance qui est plus évidente en fait en concert que sur le disque. Et voilà, donc sur cette espèce de principe-là, même si les musiciens en répétition se réapproprient les pistes, il y a des règles en fait qu'on respecte qui sont en gros ne jamais sombrer dans le jazz rock ou ce genre de choses-là et rester dans cette espèce d'idée de musique primitive. Mais à l'intérieur de ce carcan, en fait, ils ont toute liberté. Mais en général, en fait, si on les a embauchés pour jouer avec nous, c'est parce qu'on savait que ça allait fonctionner.
Je me rappelle d'une scène super Perpignan où vous aviez joué avec Pascal Comelade et plusieurs guitaristes à la fois. Vous aviez fait ce système de boucles comme ça, mais là c'était de l'improvisation par contre. Là, ça devait être le Rififi. Oui. Alors ça, c'est un projet de Pascal Comelade qui consiste à réunir en général une bonne dizaine de guitaristes et à travailler sur les grands riffs du rock'n'roll enchaînés. Donc ça va de Black Sabbath à Led Zeppelin en passant par les Kings et tous les grands classiques du rock. Et s'il y a vraiment quelqu'un qui peut parler de ce travail sur la répétition et la trance, c'est bien Pascal. Oui, tout à fait. C'est vraiment le spécialiste de ce genre de choses. Et c'est comme ça que tu as rencontré Alban, peut-être? Alors, guitariste Alban, qui est maintenant sur le Mianas. Alban, je l'ai rencontré. Alban, je le croisais dans les concerts depuis très longtemps. Et en fait, à un moment donné, l'un de nos musiciens a arrêté de tourner avec nous pour des histoires de dispo et d'envie, certainement. Et c'était très peu de temps avant qu'on commence une tournée. Et là, il s'agissait donc un des problèmes basiques d'un groupe, c'est de trouver quelqu'un qui soit disponible, qui ait envie de bosser et qui soit pas cinglé. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre dans un camion de tournée sans avoir envie de lui taper dessus. Et Alban, j'ai contacté Alban via Facebook. Donc comme quoi Facebook, ça peut servir à quelque chose de temps en temps. Au niveau réseau. Et il a bossé, il a appris 17 titres en 4 répètes et il est parti en tournée avec nous et ça fait un bon moment maintenant. Super, donc ça j'adore Alban. C'est vraiment quand Lionel parle de vivre ensemble dans un camion, ça c'est la partie que toi tu gères. C'est le boulot de la tour manageuse que de faire que ça se passe bien. Comment tu fais ça exactement? Ça se prépare ça aussi? Ça s'improvise? Oui, alors on a la chance avec les Liminianas d'être une super équipe. Donc humainement déjà, il n'y a pas de problème, tout le monde s'entend très bien. C'est un peu comme une famille. Plus qu'une colonie de vacances d'ailleurs. C'est une grande famille, donc on s'apprécie tous. Il y a des jours un peu plus difficiles que d'autres parce qu'on passe quasi 24 heures sur 24 ensemble. On fait des kilomètres ensemble, donc il y a la fatigue, voilà, il y a tout le stress lié au fait de faire du spectacle. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est pour ça que j'aime prendre la route avec eux. Et on s'arrange en fonction des habitudes de chacun, les lève tôt, les lève tard, les couche tôt. Et on essaye de faire le planning pour préserver tout le monde et prendre soin de tout le monde. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment un travail de gestion humaine, quoi. Ah oui, gestion humaine et s'ajoute la partie technique, voilà, faire la coordination de tout ce petit monde et de tout ce matériel pour que ça fonctionne à l'heure dite. Un sacré travail. Ah oui. Après, c'est beaucoup de choses qui s'imbriquent, donc voilà, c'est pas forcément évident à expliquer de but en blanc, mais c'est plein de choses. Très bien. Dans votre actualité, j'ai vu que vous aviez été playlisté par Iggy Pop dernièrement sur la BBC. Comment ça se fait ce genre de choses? C'est lui qui le décide? C'est vous qui le contactez? En tout cas, ça vient pas de nous, ça c'est sûr. C'est parce que j'imagine que quelqu'un a dû lui donner. Ça fait 3 fois en fait qu'il passe des morceaux. Et moi, c'est hallucinant parce que c'est l'idole, mon idole de jeunesse et encore aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une admiration sans fin et que j'adore depuis que j'ai 10 ans, quoi. Donc le fait qu'il passe 2 secondes de musique à la radio, moi ça me suffisait, quoi. Et là ça fait 3 morceaux et qu'il joue. Et j'ai aucune idée de la manière dont il a obtenu la musique. Je pense que quelqu'un a dû lui donner le disque. Parfait. Là on lui a envoyé une chanson la semaine dernière. J'ai pas de réponse, je pense qu'il la fera pas, mais on a essayé. Bien, donc ça veut dire que c'est une influence majeure. Oui, qui te les rediffuse derrière. Stooges et Iggy Pop solo aussi, oui bien sûr. Ouais. Super. Parfait. Je vois aussi dans les différentes choses qui se sont faites dernièrement, l'album Shadow People, donc, qui est le dernier en date qui est sorti. Ouais. Il y en a encore un nouveau. Il y a cette BO de film qui arrive. Entre-temps, on a sorti une compile d'inédits aussi, parce que comme on enregistre tout le temps à la maison et qu'on participe à des tas de projets, que ce soit des 45 tours ou des tributes ou des plans comme ça, on a souvent des morceaux éparpillés à droite à gauche. Et là, on a sorti un double album il y a 2 mois qui compile un peu tous ces titres-là. Et aussi les chutes, si tu veux, de Shadow People, parce que quand on a enregistré avec Anton, si tu veux, nous, on réfléchit au disque en pensant au vinyle et pas du tout au CD. Et quand tu penses au vinyle, il y a techniquement un minutage à respecter par face. Oui. Et il se trouve qu'on avait produit trop de musique par rapport au format.
Donc on s'est retrouvé avec des titres inédits qu'on a mis sur ce disque-là. Donc en fait, cette année, on en aura sorti 3 d'albums. Ouais. Joli travail. Oui. Vous avez des morceaux qui durent, qui ont des durées qui sont contraintes par rapport aux limites que vous demande la production, par exemple, du disque. Alors sur le format vinyle, je le comprends, effectivement, il y a un certain nombre de morceaux avec un minutage, mais aussi quand on se retrouve dans des formats plus actuels, comme la radio, ou comme le streaming, ou ce genre de choses. Alors nous, on n'y réfléchit jamais. En fait, on pense jamais au format radio, et en général... par exemple, depuis le tout début, France Inter passe des titres depuis le premier 45 tours. Donc, dans ces cas-là, si jamais le titre fait 4 minutes, ils font un edit en fait. D'accord, c'est eux qui font l'édit directement. La plupart du temps, on te le soumet évidemment, mais il y a souvent un edit de fait. Mais nous, en fait, quand on pense au disque comme un tout et pas du tout. On pense pas aux conséquences, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a jamais réfléchi au fait que ça pouvait dépasser le format radio. Mais il y a des solutions de toute façon. Ouais. Vous êtes passé aussi sur Canal+, ça a été une bonne expérience. On y allait plusieurs fois, oui. C'est des gens adorables. 3 fois, vous êtes passé. Ouais. Vous êtes passé au Petit Journal. Oui. Comment ça a été pour préparation? Parce que c'est quand même une sonorisation particulière, on est en télévision, donc c'est pas évident de rendre le concert. Bah, alors, en ce qui concerne les lives à la radio et les lives à la télé, j'imagine qu'il y a une histoire de compression au cul du mix qui fait que c'est souvent un peu écrasé. Moi, je trouve que ça manque de dynamique, y compris pour des super groupes. Tu vois, quand tu voyais Motorhead, par exemple, ou Iggy, dans des lives, la plupart du temps, le son est assez écrasé. Ça, c'est une conséquence du système de compression du son, mais ça, peut-être, tu sauras mieux en parler que moi, Sylvain, mais ça, je l'ai remarqué, en tout cas. Après, en termes de préparation, non, on fait le... Déjà, t'as pas le droit d'amener ton ingé son, la plupart du temps. En tout cas, c'est pas lui qui prend les commandes. Et toi, tu travailles plutôt sur tes retours en essayant de jouer au mieux, mais c'est pas la même sensation qu'en concert quand même. Non, c'est très différent. Ouais, c'est plus entre le concert et une séance de studio. En concert, on va venir sur le concert. Quand vous travaillez The Liminianas, on est quand même dans un système de mur de son au niveau de l'impression esthétique et artistique que vous voulez donner. Ouais. Et là, on arrive dans une période où le son des salles va être limité énormément. Qu'est-ce que vous voyez comme solution à ça? Il n'y en a pas vraiment. La solution, c'est soit de vendre beaucoup de disques et d'avoir les moyens de payer l'amende. C'est pas notre cas pour l'instant. Mais tu as des groupes qui optent pour cette solution, j'imagine. Mais sinon, ouais, on est allé, y compris en Angleterre, on a joué dans une période de festival cet été où le son était vraiment très bas. C'est assez étonnant. Et je pense que c'est une époque qui est un peu comme ça, qui est un peu en demi-teinte. C'est une époque pour la musique qui n'est pas très excitante. Et moi, sans nostalgie, je préférais quand même la période où on pouvait fumer dans les salles et jouer fort. Ça me manque un peu aujourd'hui. C'est encore le cas dans certains pays? On est allé aux États-Unis. Je me rappelle pas qu'on ait eu la moindre contrainte de volume à l'époque, en tout cas. Mais en Europe aujourd'hui, je crois qu'en Espagne, ça joue fort encore. En Belgique aussi. En Allemagne, il y a des contraintes, non, il me semble. Allemagne, Angleterre. Non, l'Allemagne, ça allait. Ouais. C'est quand même la Suisse, particulièrement déjà restrictive, aussi bien en salle qu'en festival extérieur. On a l'Angleterre, oui, en extérieur, on a eu quelques petites contraintes. D'ailleurs, ça jouait particulièrement pas fort. On aurait dit un concert pour enfants. Voilà. Donc, parce que les concerts pour les enfants, c'est aussi des choses qui ont eu lieu, où là, le groupe joue le jeu de tempérer un tant soit peu la frappe de la batterie. Et toi, tu dois prévoir ça dans les tournées en tant que tour manageuse, effectivement, le pays dans lequel est accueilli le groupe, et donc du coup, la pression acoustique qu'on va avoir, est-ce que c'est une partie technique que toi tu gères? Alors, on nous envoie les indications, parce que déjà, on ne connaît pas forcément partout, même en Belgique, selon les endroits où on joue, c'est pas toujours les mêmes contraintes. Donc, dans les fiches techniques que nous envoient les salles ou les festivals, c'est précisé. Attention, vous pouvez jouer qu'à temps, et puis sinon c'est une amende. Enfin, voilà. Et là, on fait remonter, donc je fais remonter à l'équipe, aux techniciens son face, et le groupe l'apprend aussi en amont. Et on essaye de faire avec. T'as une phase de négociation quand même?
C'est une amende où ça cut la face, non? Des fois, automatiquement aussi. Il y en a qui Ah. coupent. Enfin, le système fait que ça coupe. Oui, le les son. limiteurs automatiques de Voilà. salle, effectivement, qui appuient directement sur la diffusion. Et l'amende n'est pas forcément tout de suite. C'est en cas de contrôle qu'il peut y avoir une amende. Voilà. Ou si quelqu'un sort du concert et dit c'est après un concert de ce groupe, j'ai eu des acouphènes ou enfin je sais pas quoi. Là, il peut y avoir un problème, un procès, tout ça. Voilà. On n'est pas encore. On n'en est pas encore là. Donc, tour Je manageuse, touche du bois. tu gères aussi la technique. Alors, je coordonne la technique. Oui. Voilà, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe à géométrie variable, donc avec un technicien son face qui gère la particularité d'avoir quand même 7 musiciens avec pas mal de matos sur scène. Donc voilà, c'est plus qu'un ordinateur. Oui. Voilà, donc il faut gérer l'ensemble des volumes de l'équipe pour que ça fasse une belle osmose et que le mur du son soit présent et audible et compréhensible. Et selon les dates, j'ai aussi la chance d'être accompagné par un technicien son retour qui est là davantage pour le confort du groupe et qui permet aussi de soutenir en cas de soucis techniques, voilà, particulier sur un ampli pendant le concert, bien qu'on parte avec du spare. On a tous les amplis en spare, toutes les guitares, on a du spare, enfin on a tout en spare. Bientôt un camion de spare et voilà, le bus de spare. Donc j'ai ces 2 techniciens pour le son et en plus un technicien à la lumière et des fois même un danseur. Et un danseur en plus en fond de scène, oui, Voilà. effectivement. Qui est quand même le plus. C'est le petit plus, c'est le 12e donc. Voilà, c'est le 12e qui est toujours très attendu. Là encore hier sur une prépa, on m'a dit est-ce que votre danseur sera là? Parfait. Donc il fait vraiment l'attraction. Oui, oui, c'est sûr, c'est l'attraction. Il y a beaucoup de matériel sur scène, Lionel. Il y a quoi exactement? Alors, il y a un paquet de trucs. Ouais. Il y a beaucoup d'amplis à lampe. Donc, on a un double corps basse. Nous, on est des gros fans de Fender, donc on essaie de tout avoir en Fender. Donc, on a 1, 2, 3, 4 amplis guitare, un ampli basse. On a un orgue, deux Korg, donc 2 synthé Korg des petits formats. Des micro-corgs? C'est ça, oui. Ouais. J'en fous plein dans les disques, donc en fait on tourne avec ça maintenant. On a des guitares folk, plein de guitares électriques. On a des ukulélés, on a des maracas, des percussions, enfin un paquet de... Pardon ? On a un Toiki aussi, on a Voilà. des petites choses. Yvan Telefunken, qui joue de la guitare avec nous, utilise beaucoup d'instruments en plastique, de choses comme ça. Donc c'est pas évident à sonoriser parce que, évidemment, enfin, comme vous le savez, parce que vous bossez sur le son, il y a beaucoup de repistes, ça joue assez fort, donc il y a plein de guitares, plein de choses qui se mélangent. Et là-dessus, il faut arriver à faire sortir des voix en façade, et ça, c'est pas évident. Donc ça a été un long boulot et pas mal de résidences, particulièrement qu'on a fait la plupart du temps au Mediator, mais on en a fait à l'IDEM aussi, pour arriver à trouver des solutions pour qu'on ait à la fois ce mur de son de guitare électrique qui est blindé de fuzz et de distorsion, et qu'on arrive quand même à percevoir le chant comme un instrument à part entière. Sachant qu'on essaye de traiter les chanteurs comme des musiciens et pas du tout comme des leads. C'est-à-dire que le chant chez nous, c'est autant d'importance que la basse ou la guitare, quoi. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Chanteurs ou chanteuses, en fait, sont intégrés vraiment à la série instrumentale. On n'a pas la superposition de la voix plein devant et puis effectivement. D'ailleurs, tu le vois sur le plan de scène. En fait, on a pris le parti de mettre Nika qui est chanteuse et Renaud qui est chanteur à droite et à gauche et pas au centre. Pour cette raison-là. Donc on voit vraiment la configuration de leader en fait, puisque vous êtes tous les deux centraux avec Marie sur scène. Effectivement, les 2 chanteurs, chanteuses qui sont sur le côté, et puis après derrière donc guitare, clavier. Voilà, ça fait une belle configuration et les amplis. En fait, il y a Mickey qui joue de la basse à gauche, et ensuite Yvan et Alban sont multi-instrumentistes. Très Donc bien. ils jouent à la fois de la guitare, des claviers, de tout un tas de trucs. Et ils ont toujours le même rôle au niveau instrumental, ou est-ce que ça peut changer d'un album à l'autre en fait. Les instruments électroniques, par exemple, pour Alban, ils sont arrivés avec Shadow People parce que j'en ai utilisé beaucoup. Mais si le prochain est entièrement folk, par exemple, ça peut changer, tu vois. Ça va dépendre de ce qu'on va faire. Et la configuration de scène peut changer du coup de la même façon. Bah là, d'ailleurs, on va retourner bosser en résidence et Marie et moi, donc Marie qui est pas là mais qui joue de la batterie
et avec qui on fait le groupe, on n'a pas encore vraiment décidé de ce qu'on allait faire, mais il y a de fortes chances pour que ça change en fait, effectivement. L'idée, si tu veux, c'est qu'on s'efforce de faire en sorte que quelqu'un qui vient nous voir à Nancy une fois par an ne voit pas le même show et la même config si possible. On va parler de la batterie de Marie. Où sont les cymbales? Alors, elles sont pas chez nous, en tout cas, les cymbales. On n'utilise pas de... Elle n'utilise pas de cymbales sur sa batterie, pour plusieurs raisons. La principale, c'est que, déjà, on est des fans de... Je sais pas si vous connaissez le Velvet Underground ou les Gorilles. C'est des groupes qui utilisaient la batterie de manière ultra primitive et en travaillant beaucoup sur les tomes, enfin sur le tome. Et on s'est aperçu en répétant comme ça, donc en supprimant le charlet et les cymbales, qu'on libérait des tas de fréquences qui permettaient dans le mix de faire apparaître plus précisément des petites percussions ou des riffs ou un riff de ukulélé au milieu d'un mur de guitare, etc. Parce que les fréquences n'étaient pas bouffées par les cymbales et que moi je trouve trop bavard dans le rock en général, ça m'emmerde assez vite, et le charleston. Donc en gros, ça fait bien 10 ou 15 ans que Marie n'a pas installé une cymbale sur son kit de batterie et qu'elle l'utilise vraiment comme un pur instrument rythmique avec des pots. Oui, je pense qu'en plus, le terme primitif, il peut vraiment s'accrocher sur votre musique, ce terme-là. Ouais. Bon, mais en fait, c'est même pas un parti pré-artistique, c'est juste qu'on ne sait pas jouer autrement, tous les deux en tout cas. On est certainement les deux du groupe qui sont les moins techniques. On connaît ni Marie ni moi la musique. En fait, on sait ni les lire ni l'écrire. Et moi, j'ai arrêté la guitare électrique, l'apprentissage de la guitare électrique à la première année. Donc voilà. Mais je pense aussi que, y compris sur l'enregistrement, le fait de ne rien maîtriser complètement, que ce soit le jeu des instruments ou même la prise de son. Moi, je suis un ancien de l'IDEM et je suis venu ici pour apprendre la microphonie et les bases de la prise de son. Et à partir de là, moi, j'avais déjà enregistré à la maison, mais ça m'a permis de maîtriser un peu plus le truc. Mais en gros, je suis loin d'être un ingénieur du son, mais ça ne nous a pas empêché d'enregistrer cet album tout seul. En fait, en utilisant au mieux la petite base qu'on avait instrumentalement et techniquement. Je ne sais pas si c'est clair, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire que plutôt que de passer 1h30 sur une reverb de caisse claire, en fait on privilégie les premières prises la plupart du temps, même s'il y a des pinces, si on trouve ça intéressant musicalement, ça va être la prise qu'on va garder, et c'est un peu toute l'approche de la musique. Toute notre approche de la musique est un peu celle-ci. Le côté primitif, c'est aussi la boucle. La boucle qui tourne, et puis effectivement ce rythme qui rentre d'une façon très primaire. Et c'est ce que tu avais déjà dans le Velvet ou les Stooges ou dans des tas de groupes. Hein. Ouais. Tout à fait. Et ça donne vraiment une impression de retour à la musique primitive, et c'est ce qui donne la trance finalement. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Très bien. Victoire, tout ce matériel, c'est comment à gérer? C'est lourd, ça fait beaucoup de kilos. D'ailleurs, on a dû investir dans une remorque. Voilà, c'est des problèmes purement logistiques. Mais voilà, on était en surcharge avec le camion. Donc voilà, maintenant on a un camion de 9 personnes, plus une remorque. Et voilà, après, ce qui est bien, c'est que tous les musiciens mettent la main à la pâte. Donc chacun décharge le matos, tout le monde s'aide à recharger le matériel aussi. Donc c'est vraiment très important dans le groupe, c'est que tout le monde participe. Parce qu'on ne peut pas non plus se permettre, pour des questions financières, et même ça c'est pas dans l'esprit du groupe, mais avoir d'autres personnes qui sont juste dédiées à charger, décharger le matos. Bien sûr, dans les salles, on nous aide, mais voilà, nous, on le fait nous-mêmes, et on est même gênés quand on n'a pas le temps de le faire parce qu'on est sur une autre mission, aussi bien Lionel, Marie, qui partent parfois faire des interviews, ou moi qui vais régler un autre souci si j'ai pas le temps de décharger le matériel. Voilà, Donc ça veut dire que tous ces instruments, tu vas gérer effectivement la façon dont ça rentre, la façon dont on le transporte. Quand on prend l'avion, on fait comment? Quand on prend l'avion, on part avec le strict minimum, c'est-à-dire les pédalboards et les guitares. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on emmène. Et puis les claviers, les petits claviers. Les micro-corgs. Les micro-corgs et le Toiki. Et après, on s'occupe à l'extérieur de faire louer
Donc, avec les particularités qu'on a, donc je vérifie, j'envoie une liste du matériel qu'ils n'ont pas forcément, et après on essaye de trouver les équivalents en fonction des musiciens, si on peut échanger quelques guitares, quelques amplis, c'est pas toujours possible, et voilà, on fait louer en fonction. Donc c'est soit la production de la tournée qui prend en charge, soit la salle en fonction des accords préalables. D'accord, donc on peut jouer sur le matos de quelqu'un d'autre même. C'est possible en festival, par exemple, de reprendre la batterie de celui qui est avant ou... Ça Alors, arrive jamais. en festival, ça arrive jamais parce qu'ils ont des kits de louer et on essaye quand même, dans la mesure du possible, de partir avec notre matériel. Ouais. Voilà, ce qui nous fait faire pas mal de kilomètres. Mais c'est aussi le confort de jouer avec son propre matériel. Et au moins, on peut s'en prendre à personne d'autre qu'à nous si notre ampli ne fonctionne pas. Voilà, sauf si c'est un technicien sur place qui a merdé, hein, mais voilà, des fois ça peut arriver. Mais on évite de jouer sur le matériel de quelqu'un d'autre. En plus, en festival, c'est de moins en moins possible, puisqu'on rencontre plus vraiment on en parlait tout à l'heure, d'instruments, de vrais instruments, comme des batteries acoustiques, des amplis, des vraies guitares. Donc on n'a plus personne, de toute façon, à qui emprunter le matériel, quand bien même on aurait une panne. Oui, on est plus sur une culture du sample maintenant ou de la platine. Et effectivement, sur le festival, on est plus sur du préenregistré que sur du live, comme font The Liminianas. Oui, ça c'est clair. Ouais. Il y a On a énormément pas vu, de playback dans les festivals, en fait. Il y a vachement de playback, ouais, malheureusement. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment une particularité qui tend à baisser le niveau du festival, hein, culturellement parlant, artistiquement parlant. Esthétiquement, c'est une récitation finalement, puisque c'est un playback. Il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas d'interaction. Il y a encore des vrais festivals. Hein. Mais dans les très gros, dans les plus connus, on a vu pas mal de soupes l'été dernier, en tout cas, ça c'est vrai. Ouais. Enfin, en tout cas, de gens qui jouaient pour de faux. On va laisser la soupe dans l'assiette creuse où elle se trouve. Hein. C'est quoi le plus beau festival en France ? Le plus beau festival en France, oulala. Pour vous, hein. Alors, le plus beau festival en France, pour moi, il y en a 3. Il y a le festival d'Andrew Weatherall à Carcassonne, qui est beau festival, ouais. qui est un festival dédié aux musiques électroniques, mais qui invite en fait, qui a suffisamment d'ouverture d'esprit pour inviter des groupes de pop et de rock tous les ans. Donc Andrew Weatherall, c'est un producteur de musique électronique anglais qui est une espèce de dieu vivant en Angleterre et qui fait un festival dernier week-end de septembre à Carcassonne où aucun Français ne va parce que personne n'est au courant. Il y a 90% du public, c'est des Anglais, donc c'est assez drôle. Il y a 1 millier d'Anglais qui arrivent pour faire la fête pendant 2-3 jours et la programmation et la musique est vraiment, vraiment démente. Donc ça, c'est un de mes préférés. Après, il y a celui de Laurent Garnier. Donc Laurent Garnier, le producteur et le musicien de musique électronique. Qui vous a remixé ? Qui nous a remixé, qui a un super festival qui est en Provence, c'est début d'été, je me souviens plus. Le Yé Festival. Le Yé Festival, je crois que c'est au début de l'été. Juin. Au mois de juin, oui. Oui. Et ça, je vous conseille. Bon, c'est un peu compliqué d'y aller parce que la jauge doit être d'1 millier de personnes et c'est plein d'une année à l'autre, donc il faut s'y prendre vite, assez tôt dans l'année, quoi. Mais c'est un très beau festival. Et après, il y a le 20-20 de Raph Dumas ici, qui est un des festivals les plus cool que je connaisse, qui a lieu tous les étés, c'est ça ? Oui, qui a lieu tous les étés. Ils font aussi une session hiver d'ailleurs, mais c'est vrai que le festival, le 20-20, c'est l'été. Et c'est un festival effectivement qui regroupe l'esprit tel qu'on l'aime. Hein. C'est effectivement quelque chose qui est fait sur place en famille. Et, oui. Qui et puis où il se passe vraiment des choses intéressantes. Voilà, il y a un paquet de bons artistes qui passent. Il y a d'ailleurs eu Laurent Garnier l'été dernier, qui est venu faire un set toute une nuit pour clore le festival. Exactement. Et c'était vous qui étiez en concert juste avant. C'est ça. En fait, on avait une carte blanche. Raph nous avait filé une carte blanche pour ce soir-là. Et on a eu la chance d'avoir Bertrand Belin et Laurent Garnier qui avait une date à Barcelone et qui est descendu. Alors Bertrand Belin, c'est une de vos collaborations ? Oui. Comment on rentre en contact avec Bertrand Belin ? Comment ça se fait en production ? Bertrand, on l'a rencontré. On a fait une petite tournée en Australie il y a 2 ans, pile poil 2 ans. Et en fait, c'est une histoire qu'on a pas mal racontée, mais en partant de Paris pour aller à Melbourne, on s'est retrouvé coincé à l'aéroport à Paris pour une histoire d'avion en panne. Donc exactement comme dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, ils ont levé le capot de l'avion pour faire le niveau d'huile devant nous pratiquement, et ça marchait pas, donc on est resté sur le tarmac, et on est resté d'abord bloqué à Paris avec Bertrand Belin et son groupe, avec qui on a fait connaissance parce qu'on a eu des heures à perdre.
tous ensemble et qu'on a passé au bar à boire des coups et à discuter. On a commencé à devenir copains comme ça. Ensuite, on s'est retrouvés coincés à Tokyo, au moins 10 heures, je pense, je sais plus. Mais c'était dans les mêmes conditions, on a fait la même chose. Et quand on est arrivé en Australie, on était copains comme cochons. Et là, on a fait la première date et on a vu Bertrand jouer. Et le live était vraiment, que ce soit musicalement, sur les histoires qu'il racontait, était vraiment incroyable. Et j'ai tout de suite eu envie en fait de lui proposer de faire un truc avec nous, mais je n'osais pas trop le faire en face. Donc lâchement, en rentrant, je lui ai envoyé des démos et il a tout de suite enregistré un titre qui s'appelle Dimanche pour l'album Shadow People. Et depuis, on est devenus copains, quoi. Et voilà, là, on vient de faire un autre disque avec Anton Newcombe et Emmanuel Seigné. Il a fait 3 textes dessus. Et c'est quelqu'un qui a une approche vraiment ultra cinématographique de la musique, dans le sens où sur chaque chanson, en fait, on peut imaginer un court-métrage, quoi. Donc moi, je vous conseille d'aller écouter ce que fait Bertrand. Donc l'éventail est très large quand même, hein. On a Bertrand Belin, on a Emmanuel Seigné qui est actrice, on a Antoine Newcombe qui est effectivement New Order, Joy Division. Non, ça c'est Peter Hook. Peter Hook, Joy Division, qui collabore avec vous. Vous collaborez aussi avec Pascal Comolade régulièrement. Il y a énormément de collaborations en route. Ça vous nourrit? C'est quelque chose qui vous apporte énormément? L'idée, c'est ça. En fait, là encore, très, très humblement, c'est un peu d'imaginer les albums avec préparer l'album comme un casting de ciné, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a les titres et les textes, on peut très bien organiser le disque avec un début, un milieu et une fin et confier des rôles ou pas d'ailleurs. Des fois, on fait les morceaux à 2, des fois, on invite des gens à intervenir sur des moments précis du disque, comme on pourrait le faire sur un scénar de film, quoi. Oui, on est vraiment à raconter des histoires. Ouais, c'est l'idée. Ouais. Moi, depuis le 2e disque, en fait, parce que c'est plus facile pour nous et plus excitant, j'imagine, on a toujours structuré les disques avec en scénarisant en fait l'album. Et des fois, c'est évident que pour Marie et moi, mais en tout cas, à chaque fois, ça raconte une histoire avec un début et une fin. Je vais revenir sur la tournée et à toi, Victoire. Ça se produit une tournée? C'est quoi produire une tournée? Ça consiste en quoi exactement? Alors, produire une tournée, donc là, je dépasse un peu, en parlant de ça, mes fonctions de tour manager. Je ne suis qu'un élément, je suis l'exécutant, mais on a donc des producteurs de tournée qui mettent de l'argent sur la table, qui investissent pour pouvoir aller faire ne serait-ce qu'un concert. Une tournée, ce n'est qu'une série de concerts. Et donc, tout ça, ça coûte de l'argent parce qu'il y a du personnel. Donc, on est 9, 10, 11, 12 personnes à déclarer, payer. Il faut qu'on se déplace, donc il faut payer le carburant ou les avions. Et tout ça, ça se fait avec de l'argent. Et il faut faire la balance entre ce que proposent les lieux de spectacle et l'argent que eux vont récupérer face à ce que nous, on peut coûter l'ensemble de la préparation. Voilà, donc produire, c'est trouver les sous et étudier la tournée pour qu'elle soit vivable, rentable. Et toi, tu participes à cette négociation? Alors, je ne participe pas à la négociation, c'est le tourneur, qui est du coup, en l'occurrence, Radical Production, qui m'envoie la liste des concerts une fois qu'il les a négociés, voilà, parce qu'il connaît un peu les contraintes, les besoins du groupe. Il a la vision globale de la chose. Et moi, je fais en sorte de maintenir un budget, somme toute raisonnable, au-delà des choses qui sont non négociables, c'est-à-dire tout le monde est déclaré. Donc voilà, on ne peut pas rogner là-dessus. Et après, on essaye d'aller au plus simple pour déplacer le groupe et faire en sorte que tout se passe bien. Donc tu dois gérer une enveloppe budgétaire globale et la répartir au sein de tous les postes que tu as dans ta fonction. Alors, en l'occurrence, c'est pas tout à fait ça. On me donne pas l'enveloppe. C'est quand j'ai besoin de quelque chose, je dis voilà, ça serait nécessaire que pour cette date on puisse y aller en avion et donc j'expose et on étudie si c'est faisable par rapport au cachet que la salle nous donne, si c'est faisable d'y aller en avion ou de louer. Je ne sais pas, un dauphin qui passe derrière. Si on a le budget, on le fait, quoi. Ce qui arrive rarement quand même. Oui, ça arrive rarement.
On m'a pas encore dit oui. Donc tu es en relation avec le producteur d'une part, le groupe d'autre part, et puis les équipes que tu rencontres dans chaque lieu. Alors, le groupe Lionel et Marie sont coproducteurs avec Radical Productions. C'est une autre particularité. Donc, s'ils perdent de l'argent, c'est eux qui sont un peu embêtés, plus que moi. Mais on essaye de faire que ça rentre. Et je suis en lien avec les salles. Et du coup, on s'habitue, on échange sur nos besoins et ce qu'ils ont sur place ou ce qu'ils peuvent avoir sur place. Et on essaie de trouver des terrains d'entente. Donc en France, ça se passe relativement bien parce que les salles sont bien équipées et ils accueillent bien les gens avec un vrai hôtel, un vrai repas. Mais c'est pas toujours le cas. Donc des fois, il faut batailler pour avoir le nombre de micros nécessaires, pour avoir le nombre de chambres d'hôtel nécessaires. Voilà, Tout ça, c'est ce qu'on appelle le rider, c'est ça? Donc tous nos besoins sont indiqués dans le rider qu'on rédige chaque année. On le reprend, on le remanie un petit peu. Bon là, vu que l'équipe a pas spécialement changé, il y a peu de choses qui vont évoluer. Donc dans ce rider, il y a l'ensemble de l'équipe qui est dénommée, l'ensemble de nos besoins, le plan de scène qu'on a vu tout à l'heure. On a également le patch micro, le plan de feu pour notre lighteux et pour les lighteux des salles quand on ne peut pas voyager avec notre lighteux, parce qu'on n'a que 9 places dans le camion, donc des fois, il faut faire des choix. Donc avec les 7 musiciens, l'ingé son face et moi, on est déjà 9, donc les autres, des fois, ils peuvent venir en train ou en avion, mais ce n'est pas toujours possible dans le budget qui nous est alloué. Et donc on envoie toutes les infos pour que les lieux qui nous accueillent puissent préparer notre venue le mieux possible et qui nous préviennent s'il manque des choses, voilà, ou s'il faut négocier certaines choses, ne serait-ce que des micros, par exemple, ou des chambres d'hôtel qui ne sont pas tout à fait comme on avait demandé. Enfin, après, on n'est pas très exigeant. Hein, oui, on en discutait sur midi, effectivement. Tu as la chance d'avoir affaire à un groupe qui est respectueux justement des salles qui accueillent. Ah oui, toujours. Limite, on fait la vaisselle et c'est encore plus propre que quand on arrive. Ce qui est rare pour les groupes. Pourquoi ce choix d'être coproducteur? C'est que plutôt que de demander un cachet plus important, je parle de Marie et moi, et de faire de la thune sur une année, sur une tournée, on préfère, et de loin, faire des tentatives sur des territoires où c'est un peu plus compliqué d'aller jouer que sur les SMAC françaises. Donc en gros, pour faire simple, plutôt que de se dire en fin d'année, voilà, grâce à 4 gros festivals d'été, on a gagné 15 000 € et on va se les partager, Marie et moi, et le booker. On est devenu coproducteur pour pouvoir décider en fait d'investir cet argent chaque année sur des dates. Là, dans 15 jours, on part faire une tournée en Angleterre. En Angleterre, on va perdre énormément d'argent parce qu'en fait, les cachets sont tout petits et qu'on est une équipe de 10-11. Donc, en termes d'URSSAF et de salaire, etc., par soir, ça coûte une blinde. Donc, c'est grâce à ces festivals qui nous ont permis de toucher des cachets plus importants, ou certaines salles cette année, qu'on va pouvoir investir cet argent sur des dates où on va perdre des ronds, mais où on a vraiment envie d'aller. Donc ça nous permet d'aller jouer en Grèce, ça nous permet d'aller faire une paire de dates en Italie. Là, on va aller jouer en Turquie, on va aller jouer en Angleterre, etc. Donc on équilibre notre budget tous les ans de cette manière-là pour que le groupe puisse aller jouer sur des territoires où on n'aurait pas forcément les moyens d'aller parce que, en gros, on n'y est pas assez connu. Par exemple, l'Angleterre... pour envoyer une équipe de 11 mecs sur une salle en Angleterre, il faudrait vraiment que ça fonctionne là-bas, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a une petite popularité, très petite, qui tourne autour. À Londres, ça doit être une jauge de 400 à peu près, et sur les autres villes, 150-200, c'est ça? Sur cette deuxième tournée, on est sur un peu plus, 200 et 300. Mais en gros, ça ne permet pas du tout de payer l'équipe, en fait. Donc le fait d'être coproducteur, ça permet d'équilibrer le budget dans ce sens-là. Donc vous réinvestissez au fur et à mesure pour pouvoir vous faire plaisir sur les concerts. Pour pouvoir, oui. Et puis même, l'idée, c'est d'avoir un terrain de jeu plus important, quoi. Tout à fait. Voilà. Et sur qui on peut faire l'impasse dans un groupe comme ça quand on doit être obligé de réduire l'équipe? Alors c'est compliqué. Là, on est arrivé tel qu'on est aujourd'hui. Je pense qu'on fera plus jamais aucune date sans l'intégralité des musiciens. Ça, c'est certain. Donc il y a 7 personnes sur scène qui bougeront pas. Après, tout le monde est important, quoi. Y compris, par exemple, les lumières, c'est souvent un poste
qu'on met en dernier, mais on s'est aperçu que c'était un poste hyper important pour des tas de raisons. Mais évidemment, oui, peut-être que le mec des Lumières va pas venir à chaque fois quand on n'a pas le budget. Mais ça, vraiment, je le regrette. Mais ça va s'arrêter là parce que sans Victoire, par exemple, Marie et moi, on partira pas sur une tournée, c'est certain. Et sans ingé son façade, on le fera plus non plus, parce qu'il s'agit pas d'un trio, mais de 7 personnes avec des instruments électriques qui jouent fort. Donc c'est assez compliqué de s'en remettre à un ingé son différent chaque soir, si on veut obtenir un son audible. Vous avez plusieurs ingé-sons. Il y a Sylvain qui est à l'IDEM. Il y a Sylvain qui travaille avec nous toute l'année. En ce moment, on travaille avec JC, qui est avec nous depuis quelques mois, depuis cet été. Depuis septembre. Octobre. Et en gros, Sylvain comme JC connaissent le patch par cœur et le son du groupe par cœur et sont capables de faire le son dans un bar ou un gros festival, quoi qu'il arrive. Donc, ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qu'on trouverait sur place, quoi. Pour l'éclairage, c'est un éclairage particulier aussi. Vous avez un éclairage qui est fait par des parapluies en contre, pour ceux qui n'ont jamais vu sur scène. Et c'est un éclairage esthétiquement particulier. C'est une volonté artistique? Alors, l'éclairage en contre, ça c'est une volonté de Marie et moi. Par contre, les parapluies, c'est une très bonne idée qu'a eu John, donc, qui fait les lumières avec nous. Et qui s'inspire de plein... Moi, ça me rappelle plein de trucs des 60s, cette histoire de parapluie. Mais après, pour le contre... ça rejoint cette idée de mettre personne en avant en particulier, mais que les gens soient plutôt là pour écouter la musique plutôt que de bloquer sur un chanteur ou un soliste, qui est un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Donc en gros, personne n'est réellement mis en avant dans ce groupe-là, j'ai l'impression en tout cas, et le fait de travailler sur les contres amplifie cette idée. Esthétiquement et artistiquement, ça fonctionne. C'est un peu un enfer pour les gens les quelques fois où les gens veulent, où on est amené à faire filmer des concerts, par exemple, ou même pour les photographes, c'est pas très cool, quoi. Mais parce qu'on n'y voit pas grand chose. Mais en même temps, on a un joli contre-jour qui se dessine quand même, qui est très lumineux. Oui, absolument. Donc je pense que ça peut fonctionner à filmer aussi, je pense. Oui. Après, c'est effectivement, faut se sortir de l'habitude, quoi. C'est ça. Ouais. En tout cas, ça marche très très bien sur scène. Merci. On va parler un peu de production. Vous êtes en rapport avec un label? Avec 3 labels en fait. 3 labels, d'accord, ce qui sont? On a 2 labels américains, un label qui s'appelle Ozak, qui est à Chicago, un autre label qui s'appelle Trouble in Mind à Chicago aussi. Et en France, on a signé avec Because Music, il y a maintenant au moins 5 ans, je pense, avec qui on a commencé à travailler grâce à Pascal Comlade sur un album qui s'appelait Traité de guitare trio électrique, qui était un album une collaboration avec Pascal, qui est un album de musique instrumentale. Et c'est en allant amener le master de cet album à Paris qu'on a rencontré les gens de Because, qui nous ont d'abord proposé de rééditer tout le fond de catalogue. Donc en gros, tous les disques qu'on avait sortis aux États-Unis. Et ensuite de travailler sur des nouveaux disques. Donc on a fait 2 albums studio, 3 albums studio avec eux en 5 ans. Et ils ont réédité tout ce qu'on avait fait avant aux USA. La raison au départ principal, c'était que c'était compliqué de trouver nos disques dans les bacs en dehors de magasins spécialisés en import US, etc. Donc on avait sans arrêt des mômes qui nous disaient qu'ils payaient les disques une blinde et que c'était pas évident de les trouver. Donc on a rencontré pas mal de labels, mais on a eu envie de signer avec personne parce qu'humainement on sentait pas du tout les gens qu'on avait rencontrés, que ce soit des indés ou des majors d'ailleurs. Et quand on a discuté avec Because, on est tombé d'accord tout de suite. Et sur le principe, ils ont toujours tenu parole, c'est-à-dire qu'ils nous laissent... on a ce qu'on appelle une licence. Donc une licence, c'est en gros, Marie et moi, on est producteurs de la musique, donc on paye les bandes, on paye le studio, on produit le disque tout seul, et ensuite on leur confie le bébé en fabrication, en distribution et en promotion. Et ils nous laissent absolument toute liberté artistique. Donc que je sache, dans mon souvenir, je ne crois pas qu'ils aient jamais demandé à ce qu'on change une virgule d'un texte ou une note de musique sur ce qu'on leur proposait. Par contre, évidemment, si le disque est inaudible pour eux, ils ont le droit de le refuser, mais en tout cas, ils ne participent pas du tout à la production artistique de l'album, ce qui nous convenait parfaitement. Et c'est des gens qui bossent incroyablement bien sur la promo des disques, dans le sens où ils travaillent encore comme une vraie maison de disques, et je pense c'est certainement une des dernières
à Paris qui travaillent de cette manière-là, c'est-à-dire avec une vraie équipe qui s'arrache pour que le disque soit chroniqué dans toute la presse écrite et dans tous les médias possibles, que ce soit la radio, la télévision, ou les nouveaux médias, Internet, etc. Donc c'est un très 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 bon label. Et le travail de promotion comme ça, quand tu dis la presse écrite Internet aussi, je suppose, c'est tous les Oui, les fanzines deux, dont bien tu sûr. parles, Oui, oui. tous ceux qui sont spécialisés ou non spécialisés. Ça, puis la presse, les médias plus importants, ça va vraiment de rock and folk à Libé, en passant par les Inrock et tout. Et puis oui, cette année, oui. Et aussi, oui, les fanzines. De toute façon, déjà, nous, on doit beaucoup à des fanzines comme Digit et des tas d'autres qui nous ont aidés depuis le début, y compris avec les groupes qu'on avait précédemment. Donc ça, évidemment, on l'a pas oublié du tout. Mais par contre, on n'a jamais pensé avoir accès à des médias plus importants. Et en fait, ça a été possible en partie grâce aux gens de Bicos qui nous ont aidés à les rencontrer, quoi. Donc vous êtes producteur, le label récupère le produit de votre travail, il le promouvoit, il communique, et après il le fabrique et il le distribue. Ouais. Il le distribue. C'est ça. Très bien. Il y a aussi une autre personne qui rentre dans le processus de la discographie, c'est l'éditeur. Oui. Alors quel est le rôle de important. l'éditeur pour vous? Alors l'éditeur, il a un rôle, c'est vraiment multitâche aussi, parce que de toute façon la musique, vous allez rencontrer que des interlocuteurs multitâches. C'est vrai, que ce soit à tous les niveaux, mais l'éditeur, c'est hyper important. Le choix de l'éditeur, c'est important déjà parce que vous allez lui donner 50% de vos droits d'auteur, donc il ne faut pas se tromper, parce que c'est pour la vie, donc c'est quelqu'un avec qui il va falloir aimer discuter, dîner, etc. Et nous, on a la chance d'avoir signé avec un éditeur qu'on adore, donc avec qui ça se passe très bien, qui s'appelle Michel Duval. Et en gros, le boulot avec Michel, par exemple, ça va être de rendre techniquement, enfin sur des basiques, ça va être pour son équipe de récupérer les droits d'auteur paumés à droite à gauche, les droits d'auteur perdus à l'étranger, etc. Ça c'est pour la phase la moins funky du boulot. Et pour à mon avis, la plus intéressante, c'est qu'un vrai éditeur, ça va rendre les choses possibles. Si vous avez une idée en tête, il va faire en sorte de vous permettre d'y arriver. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez envie demain de collaborer avec Martin Scorsese ou avec Iggy Pop, par exemple, il va s'efforcer de trouver, s'il les a pas déjà, les contacts, de lui amener votre musique et de rendre la collaboration faisable, y compris sur des choses basiques. Là en ce moment, on bosse avec Étienne Dao, et cet après-midi, là, Michel, avec son équipe, il lui réserve un studio d'enregistrement à Paris pour que rapidement, entre deux dates, il puisse aller faire une prise de chant pendant 2 heures, chose que moi j'aurais eu du mal à faire parce que j'ai ni les connexions, ni les tarifs, ni tout ce qui va avec. Donc ça va. Là, cet après-midi, le rôle de l'éditeur pour nous, ça va être ça. Et demain, ça va être de régler ça peut être aussi de régler des problèmes juridiques. Ça peut être vraiment des tas de fonctions différentes, mais qui en gros vont vous aider à finir le disque comme vous le souhaitez, quoi. Je crois et que c'est lui qui est l'interconnexion entre les sociétés de gestion collective comme la SACEM, la SACD. Il y a ça aussi, ouais, bien sûr, il y a tout ça. Ouais. D'accord, donc c'est lui qui gère l'ensemble des droits, et en plus il catalogue vos morceaux pour pouvoir les proposer sur des productions cinématographiques ou ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle la synchro. Donc la synchro, c'est en gros le fait d'utiliser votre production sur différents médias. Ça peut être un générique à la radio, ça peut être une musique de film, une série télé, n'importe quoi. Donc en fait, c'est l'idée de placer, si vous le souhaitez, la musique dans un maximum de médias. D'une part pour la faire circuler et d'autre part pour vous permettre de gagner votre vie. Tu veux dire que la scène, c'est pas ce qui rapporte le plus? Moi, je vis pas des concerts, j'en vis partiellement, mais ce qui nous permet de vivre, Marie et moi, depuis un bon moment, c'est les droits d'auteur et la synchro, effectivement. Ensuite, tu peux vivre de la scène, évidemment, en étant intermittent du spectacle, sans problème. Mais on a toujours fait le choix de ne pas être dépendant des concerts, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas du tout envie d'être obligé d'y aller. Tu comprends ça? Voilà, donc en fait, il a fallu travailler, gagner notre vie de manière différente. Donc l'idée de base, c'était de garder nos boulots. Donc on a gardé tous les deux nos boulots pendant des années.
Et à un moment donné, c'était plus possible de gérer nos plannings de musiciens et nos plannings de boulot classiques. Donc on a fait le pas et on est devenu intermittent. Et parallèlement à ça, on vit, mais globalement, plutôt des droits d'auteur et de la synchro. Très bien. Donc, il y a un paquet de gens qui traînent, hein, vous le voyez, autour de cette plateforme de musiciens. Donc, il y a l'éditeur, il y a le label, il y a le tour manager. Chaque spécificité a quand même ses qualités prérequises. Pour un tour manager, ce serait quoi les qualités prérequises? La patience. Oui. La patience, l'anticipation. Parce que ce qu'on fait, c'est quand même préparer les choses pour éviter autant que possible l'imprévu. Il y en a toujours, mais voilà, au moins tout ce qui doit rouler roule, et puis ça nous laisse le temps de se concentrer sur des petites choses qui manqueraient, ou voilà, le jour J, tu as toujours quelque chose à faire de toute façon. Ouais, les principales qualités, oui, patient, endurant, parce que sur une tournée, la répétition peut être assez fatigante. Puis c'est de 7 heures le matin selon l'heure du départ, après le concert, après qu'on ait chargé le camion, après qu'on ait tenu le merch et qu'on ait remis tout le monde dans le petit... Donc c'est toi qui te couches la dernière en gros et qui te lève la première. Pas forcément la dernière, mais au bout d'un moment je fais bon, c'est bon, j'ai plus rien à faire, voilà, vous vous débrouillez, vous êtes grand, demain matin 8 heures. Ouais, sacré travail. Au niveau de ce travail de tour manager, si tu tournes avec eux, ça veut dire que tu n'as qu'un groupe? Alors, cette année, je n'ai eu qu'un groupe, parce qu'au départ, j'avais prévu de lever un peu le pied sur mes activités professionnelles, et il se trouve que on a fait énormément de concerts. Les concerts se sont rajoutés, donc on a fait, René nous a dit, on a dû faire plus de 80 dates sur l'année. Donc ça, c'est juste 80 concerts. Donc il y a toute la prépa avant, les jours de trajet qui sont soit en amont, soit au retour, parce que quand on rentre à Perpignan et que le samedi soir, on a fait un concert à Lille, on fait Lille-Perpignan. Voilà, donc en van, ça prend la journée. Donc 80 dates, ça doit faire 140 dates, je sais pas, hors de la maison. Et après, il y a les promos télé, tout ça, c'est des dates. Les promos télé, c'est encore 100, plus compliqué que les concerts simples. Tu participes aussi à ça? Quand le groupe est sollicité dans son entier pour jouer des morceaux, oui, je fais la coordination aussi, pour m'assurer qu'il y ait le matériel adéquat et qu'on puisse jouer, que le groupe puisse jouer ce qu'il a prévu de jouer. Voilà. C'est à peu près les mêmes missions, sauf que les gens ont moins l'habitude d'accueillir du concert avec des guitares, des amplis qui font du bruit, et donc on dit ça va faire du bruit. Ça va être fort. Important de gérer tout ça. Vous avez peut-être des questions dans le public par rapport à ce travail de tour manageuse? Questions? Non? Non, c'est assez clair pour vous. Si, une question? Oui? Comment se forme à ça? Est-ce qu'il y a des formations ou alors on apprend sur le tas? Donc je reprends la question parce qu'effectivement, tu n'as pas de micro. Est-ce qu'il existe des formations ou est-ce qu'on apprend sur le tas directement le métier? Alors, il doit y avoir des formations que je n'ai pas suivies. Après, il y a des modules en formation courte. La plupart des régisseurs de tournée sont des techniciens son ou lumière qui, par mesure d'économie sur les tournées, ont récupéré tout ce qui est coordination, gestion et lien entre le groupe, le tourneur et le lieu qui accueille. Je ne suis pas technicienne à la base, je suis plus dans l'administratif et la production. En l'occurrence, on a des super techniciens avec nous, donc c'est top. Je pense que le principal, c'est d'avoir pu toucher un peu à tout avant. Voilà, quand on me parle, même si je ne suis pas un ingé son, j'ai quand même des notions, même si ce n'est pas moi qui passe derrière la console. Je sais que s'il n'y a pas assez d'entrée, ça ne va pas fonctionner. Oui, tu dois connaître un peu quand même tous les corps de métier, tu dois les connaître quand même. Oui, et je discute avec notre technicien lumière et c'est moi qui fais le lien avec le lighteux d'une salle si notre technicien lumière n'est pas là. Voilà, je dois être en mesure de lui parler, même si c'est lui qui fait le show au final, je vais lui donner les indications. Donc il peut pas non plus faire sans moi si le technicien lumière est pas là. Et donc des formations, voilà, faut aller
faut toucher un peu à tout avant, être un couteau suisse, et puis et je pense que c'est quand même, il faut le sentir, parce qu'il faut, ouais, c'est pas donné à tout le monde, je crois. Demande de grande qualité humaine. Hein. Voilà, faut pouvoir être ferme, enfin, Et diplomate à la fois. Et diplomate à la fois. Et voilà, c'est pas que des compétences, c'est pas que du savoir-faire, c'est aussi du savoir-être, on va dire. Voilà. Et je pense que c'est tout aussi important pour qu'une date se passe bien, dans la bonne humeur. Ouais, on peut dire que sans tour manager, il se passe rien. Sans tour manager, nous on le faisait dans les groupes dans lesquels on jouait avant, on tournait beaucoup moins, mais on arrivait à faire des dates en tournant avec 5 potes dans un camion, mais la quantité industrielle d'aventures qu'on a vécues et souvent subies était liée à l'absence de tour manager. Donc moi je l'ai déjà vécu, c'était très drôle et tout, mais ça laisse moins de temps aux musiciens de. C'est compliqué aujourd'hui, ça serait compliqué vu le nombre de dates qu'on fait et le nombre de gars à être sur la route, ça serait compliqué s'il y avait personne pour s'en occuper. Surtout qu'en fait, nous on s'occupe aussi de la prod des disques et de tout ce qui va avec. Donc en gros, on bosse beaucoup sur d'autres trucs. Et vous avez et déjà un énorme travail. Ouais. T'as le cervelle qui fond. Quoi. Ouais, complètement. Je voyais tout à l'heure, tu me montrais effectivement. Ton petit classeur que tu travailles en permanence. J'ai partout. Ta Bible. Qu'est-ce que tu as dans ta Bible? Alors, j'ai les agendas, j'ai des copies des pièces d'identité pour pouvoir faire les check-in dans les hôtels en amont. J'ai des setlists, des patchs, toujours avoir des patchs sous le coude. Les fiches techniques des salles, parce que c'est toujours bien dans le camion de pouvoir repointer ne serait-ce que la console. Voilà, pour s'assurer que les ingé-sons ont la bonne mémoire qui va bien dans la console le jour J. Bon, généralement, ils le préparent, donc je ne vois pas Sylvain, mais normalement, tout se passe bien. Il l'a lu avant. Et voilà, c'est pour parer à l'imprévu, quoi. Voilà, donc ça, c'est les gens de l'ombre qui permettent que les artistes aient de la lumière. Il ne faut jamais l'oublier. C'est toute une équipe qui bosse derrière. Hein. C'est pas seulement celui qui est sur scène et qui a la lumière sur lui. C'est bien sûr toute la chaîne entière avec tous les maillons qui la composent, qui fait que le spectacle existe. On va parler un peu du disque encore. On parle d'une crise du disque depuis quelques années, surtout d'une crise physique du disque. Qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que ça a comme influence sur The Liminianas? Nous, la crise du disque, elle nous a fait beaucoup de bien parce qu'on vient d'un style, d'un milieu musical qui n'intéressait personne en fait, donc en gros il n'y a jamais eu de budget pour travailler. Donc depuis qu'on est môme, on a toujours appris à produire les disques et à produire les concerts avec très peu de matériel, avec zéro budget et souvent avec des bouts de ficelle. Donc en fait, aujourd'hui, le fait que ce soit les majors ou les indés, plus personne n'ait une thune pour produire un disque, on est un peu comme des poissons dans l'eau. Parce que là, on arrive à produire des albums avec le budget chips de n'importe quelle star du R&B. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, même s'il fallait retourner enregistrer avec GarageBand et juste un Mac et une carte son, on serait capable de faire un album. Donc, en gros, on est capable de survivre dans ce milieu-là avec une économie défaillante sans aucun problème. Ce qui, je crois, est un avantage aujourd'hui, quoi. Donc moi, la crise du disque, en fait, ça a commencé à être la musique, ça a commencé à être cool pour nous à partir du moment où la crise du disque s'est installée. Et ça, c'est vraiment, je l'ai vérifié, quoi. On va dire que le Home Studio vous a aidé. Ah oui, moi, je remercie Macintosh et le Home Studio en général, oui, bien sûr. Donc quand tu produis à la maison, tu produis avec un système informatique, Macintosh. Tu utilises quoi comme séquenceur? Avec très peu de choses, en fait. On a une carte son. On a 2 préamps et un Mac avec une jolie collection, on va dire, de guitares et d'instruments marocains, africains, asiatiques, etc. Mais c'est des choses qu'on a glanées à droite et à gauche, mais qui n'ont pas réellement de valeur. C'est-à-dire les guitares électriques qu'on utilise, c'est des télécasters que vous pouvez acheter chez Thomann pour 500 balles. Et le reste, c'est des instruments trad qu'on a ramenés de voyage la plupart du temps. Donc ça, c'est pour l'instrumentarium, mais on aime bien avoir la possibilité de mélanger l'électricité avec des instruments acoustiques et des vieux orgues italiens, des choses comme ça. Et après, au niveau du séquenceur, on bosse avec Ableton Live
Et encore, on utilise 10% des possibilités d'Ableton Live, dans le sens où on se sert que de la partie arrangement et pas celle des clips, en fait. Donc en gros, pour moi, Ableton, c'est la possibilité de travailler simplement piste après piste et de faire de pré-maqueter l'album en utilisant les EQ et les compresseurs que je vais trouver sur Ableton. Donc absolument rien qui vienne de l'extérieur. Tu utilises des instruments virtuels aussi? Plein, tout le temps, oui. Ouais. Pour quel type d'instrument, principalement? Si j'ai la flemme de faire un tambourin, bon, j'essaie de ne pas avoir la flemme, mais si j'ai la flemme de le faire, j'utilise les tambourins d'Ableton. Ça m'arrive de doubler des caisses claires aussi. J'utilise pas mal de claviers, donc le piano classique. Le piano le plus basique d'Ableton qui est super bien. Le grand piano, donc celui qui est dans les packs. Exactement, le grand piano, point machin, là, tu vois, celui sans rien du tout. J'utilise aussi Organo, qui est un orgue qui rappelle beaucoup le Farfisa, qui rappelle les orgues italiens des années 60, qui est vraiment hyper cheap et qui est super bien. Des simulations de chœur aussi, qui sont cheap mais qui sonnent bien, je trouve, sur Ableton. Des cordes aussi? Des cordes, ouais, de temps en temps, bien sûr. Ouais, sur le 45 de Noël qu'on a fait les dernières avec Pascal Comlade, on en a mis plein. Très bien. Et quand tu fais des maquettes comme ça sur Ableton Live, tu les retravailles en studio ou tu les fais rejouer? Ah non. Moi, en fait, ce qui sort en 10, c'est les maquettes. C'est les maquettes, sauf que je les fais mixer par d'autres gens. Donc nous, on s'occupe de la production jusqu'au stade du mixage. Une fois que le mixage, le moment de mixer est arrivé, pour les 5 premiers albums, on a travaillé avec Raph Dumas à Perpignan. À une époque, Raph bossait beaucoup sur les festivals, on avait du mal à se voir, et j'ai croisé donc le chemin d'Anton Newcombe, et on a fini le Shadow People avec Anton, donc on l'a mixé à Berlin avec une ingénieure du son anglaise qui s'appelle Andrea Wright, qui est une dame qui a travaillé avec des gens aussi différents qu'Echo and the Bunnymen et Black Sabbath, donc qui sait vraiment traiter les guitares, quels que soient les sons de guitare par exemple, et les batteries aussi. Donc c'était vachement intéressant de la regarder bosser. Et là, depuis quelques temps, parce qu'on était tout le temps en tournée et que c'était pas possible pour moi d'être dans la même pièce que la personne qui mixait, j'ai commencé à envoyer des projets de titres par correspondance. Donc j'ai beaucoup bossé avec un ingénieur du son américain qui vient de Détroit et qui s'est récemment installé à côté de Montpellier parce qu'il est tombé amoureux d'une Française, et ça c'est super cool parce que du coup il est ici, qui s'appelle Jim, Jim Diamond, et qui est le mec qui a produit les 2 premiers albums des White Stripes, qui est vraiment un tueur pour ce qui est de produire du rock and roll ou de la soul ou toutes les musiques électriques ou chaudes en fait, et qui coûte genre 150 balles par titre, ce qui est que dalle. Donc qui est un vrai producteur de musique américaine accessible. Donc ça c'est Jim Diamond, si vous voulez, je vous filerai le plan quand on aura fini. Et ensuite je bosse aussi pas mal avec l'ingénieur du son de Laurent Garnier, Stéphane Dry. Voilà, absolument. La BO de film qu'on... Donc Stéphane Dry, c'est Scanix, hein, voilà. Pour ceux qui connaissent l'artiste. On l'a mixé avec lui sans être dans la même pièce. C'est-à-dire je lui envoie... Alors là, ce qui est cool, c'est qu'il bosse avec Ableton. Donc pour Jim, je suis obligé de faire des bounces, environ toutes mes EQ, toutes mes compressions, toutes les reverbs. Et en ce qui concerne ScanX, donc Stéphane, là c'est beaucoup plus cool, il suffit de prendre le projet Ableton, de le compresser, de l'envoyer par la poste. Voilà, le fameux réunir et sauvegarder qu'on fait tous à l'école. Alors réunir et sauvegarder, oui, sinon c'est galère. J'ai perdu plein de trucs comme ça. Pour avoir tous les samples à l'intérieur, effectivement, et pour pouvoir repasser le projet. Et donc, du coup, après, derrière, c'est mixé. Il y a une période de mastering après, ensuite aussi. Absolument, pour le disque. Il y a tu participes aussi à ça? C'est moi qui fais masteriser les disques. Après, bon, de toute façon, nous, on demande des masters qui respectent le pré-master. Donc, en gros, qui soient des masters assez clairs et qui collent de la dynamique. Mais il y a jamais... je demande jamais rien de particulier sur le mastering, en dehors du fait que le titre soit au même niveau qu'un autre titre quand on va mixer ça sur des platines vinyle. Et qu'après, est-ce que ça respecte l'équilibre spectral que vous aviez trouvé au mixage? Et ça, ils le font en général d'eux-mêmes. Et après, derrière, si c'est du vinyle, il y a un Glassmaster en plus. Alors après, il y a plusieurs masterings, parce maintenant, ils font un mastering pour Internet, avec plusieurs niveaux de MP3, quand c'est vraiment des acharnés.
Et ensuite, on va faire un mastering pour le vinyle qui est différent, et un pour le CD. Oui, effectivement, pour le vinyle, effectivement, on a des soucis pour le mastering. Il ne faut pas que l'aiguille elle saute. Et par exemple, si on a des basses qui sont trop importantes à certains endroits ou qui sont trop écartées, qui sont trop en stéréo, on a l'aiguille du vinyle qui saute. Et donc, il faut faire attention de ça. On doit faire une sommation pour les basses. Enfin, il y a plein. Et il y a l'histoire tout des un codes de travail. lac aussi, tout ça, quoi. Ouais, absolument. Donc voilà, une grosse scène de travail que tu suis d'un bout à l'autre. Oui, bien sûr. Oui, parce que de toute façon, on est producteur, donc c'est à nous qu'on va facturer tout ce boulot-là. Donc forcément, on est les premiers à recevoir à chaque fois les fichiers pour les écouter, les valider. Très bien. Comment on se fait remarquer en tant qu'artiste en 2019 ? Moi, je pense qu'il faut bosser, en fait. Il faut bosser, il faut produire. Il ne faut pas attendre d'avoir du budget ou d'avoir un mentor ou un banquier ou quelqu'un qui fasse le boulot pour vous. C'est-à-dire que si vous avez 100 €, il faut produire avec 100 € et le sortir. Alors ça, c'est à mon avis le deuxième truc, c'est qu'il faut apprendre à finir les choses et surtout pas chercher la perfection. Si ça vous provoque une émotion le premier matin, vous réécoutez votre démo, la même le second et le troisième, il faut sortir le disque et pas attendre de faire mieux, parce qu'on s'en fout en fait de faire mieux. Moi, je crois que le plus important, c'est que si le titre fonctionne, sortez-le, quoi. Moi, c'est ce que je crois. Et c'est pour ça on a peut-être produit des choses inégales ou quoi, j'en sais rien. Moi, je suis incapable d'avoir du recul sur ce qu'on a fait ces 10 dernières années, mais ce que je sais, c'est qu'on a chaque année avancé, en fait. Donc, on a démarré dans une piole. Là, on va venir s'installer à l'IDEM, certainement, pour le studio. Et entre-temps, on aura fait 7 ou 8 ou 10 disques, et parce qu'on s'est fié à notre instinct, dans le sens, enfin, vraiment dans le sens où si c'était excitant, on y allait, quoi. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire, en fait, au fur et à mesure. Plus vous avancerez, plus il y aura un peu plus de budget pour acheter du matériel. Et moi, je vous conseille de monter votre pop studio et d'apprendre à tout faire vous-même, en fait, le maximum. Donc l'autoproduction, aussi bien au niveau technique que l'autoproduction aussi financière. Financière et même, même juridique, en fait. Moi, il y a des tas de trucs auxquels je comprends rien depuis. Alors que ça fait des années que je fais ça, mais peut-être que je suis un peu crétin aussi. Mais il y a, sur les contrats éditoriaux, sur le contrat de travail en général avec la musique, il y a des tas de trucs. Et le contrat d'artiste, les licences, etc. Il y a des tas de trucs à comprendre quand vous travaillez avec des musiciens américains. Là, par exemple, on a eu affaire au staff de management d'Anton Newcombe, qui est en Australie et qui va dire OK sur certains trucs, sur l'exploitation de certains titres, et non sur d'autres, parce qu'ils ont une approche du business qui n'est pas du tout la même que celle des Français. Voilà, tout ça, il faut mettre le nez dedans et l'étudier et essayer de faire un maximum de choses vous-même. Parce qu'en fait, c'est la clé de la liberté artistiquement. Et c'est aussi le meilleur moyen de pas trop se faire enfler aussi. Donc on rentre dans des histoires de droits d'auteur, copyright, on est sur plusieurs systèmes au niveau mondial. C'est l'éditeur qui gère ça ? Bien sûr, ouais. C'est pour ça que c'est hyper important de choisir le bon éditeur. Mais même en dehors de l'édition, il y a tout le reste, quoi. Si vous êtes indépendant, et si vous attendez rien des autres, en fait, vous pourrez produire exactement ce que vous avez dans la tête. C'est valable pour l'image aussi, hein, c'est la même chose, quoi. Tu participes à ces décisions ? Pas du tout. Pas du tout. Ah, donc non. tout ce qui est disque pour toi, ça ne te regarde pas ? Alors, je participe aux promos. Oui. Quand le groupe doit jouer, mais sinon, je reste dans la partie tournée et je leur facilite la vie. Je suis là pour leur enlever tous les petits parasites qu'il peut y avoir dans la préparation. Voilà, je suis là pour faciliter les choses sur le concert. Donc tu es là pour faciliter le concert et en même temps tu facilites la période créative puisque tu les laisses tranquilles en gros. Voilà, je leur libère du temps pour penser à leur musique. Voilà. Tout au long de l'année, ça serait parti comment ça ? La création, les concerts, c'est on va jouer un concert puis après on crée un peu, ou alors on fait des grandes périodes, ou comment ça se passe dans l'idéal ? Alors nous, on a organisé la maison autour du studio. Donc ça nous permet, enfin le studio, je ne sais pas si on peut appeler ça un studio, tu l'as vu la pièce, quoi. Voilà, donc en fait, c'est un studio. C'est pas compliqué. C'est si on n'est pas en tournée. Là, par exemple, on a fait une centaine de dates, donc à peu près avec la promo cette année. On est arrivé à Noël, on a fait la dernière date au Mediator.
On a passé 4 ou 5 jours des fêtes de Noël à faire comme tout le monde, c'est-à-dire manger, dormir, boire des coups, etc., etc., et passer du temps avec nos enfants, tous. Et dès que les gamins sont retournés à l'école, en fait, on a recommencé à enregistrer tout de suite et à travailler sur plein de projets différents. Donc, en gros, le studio, c'est un endroit où on va. Moi, j'y vais pratiquement tous les jours, toute l'année, quand je suis pas en tournée ou quand je suis pas en train de m'occuper de mon fils, quoi. Oui, la vie de famille dans tout ça, c'est pas simple. Alors, pour y arriver, en fait, il faut d'abord privilégier ça, parce qu'une fois que ça tourne au niveau de la vie de famille, c'est-à-dire qu'en fait, personne n'est sacrifié, personne ne doit être sacrifié à ça. Je crois que c'est une règle d'or pour que ça puisse durer longtemps, en fait, et évidemment pour le bien-être de tout le monde, quoi. Donc c'est le bien-être de chacun en fait en famille qui permet après d'être libéré et de Disons pouvoir que faire le reste. il faut, en fait, c'est comme tout, il faut organiser. Tout ça, ça s'organise, quoi. On peut très bien faire de la musique et tourner avec des enfants en ayant des enfants et continuer de faire plein de trucs avec les gamins. Parce qu'en fait, finalement, même en partant sur la route régulièrement, moi, je passe vachement plus de temps avec mon môme aujourd'hui que je n'en passais à l'époque où je bossais comme disquaire à la Fnac. Ou par exemple, à Noël, je dormais pratiquement au magasin pendant 2-3 mois parce qu'il fallait préparer les fêtes avant et après Noël et où j'étais jamais à la maison. Donc là, même si de temps en temps, même très régulièrement, on se barre 2 ou 3 jours ou 4 jours, globalement, la musique, ça m'a permis aussi de passer plus de temps avec mon gosse. Ce qui est pas du tout la moindre des choses, quoi, parce que c'est pas évident de trouver un équilibre je trouve, entre son boulot et sa vie de famille aujourd'hui, quoi, si on veut tenir le coup. Il participe au concert? Non, il est trop petit, puis en plus il écoute que du R&B horrible, Clive. Il est tombé là-dedans et je vais essayer de l'en sortir. Mais je suis pas sûr qu'il aime ce qu'on fait, mais il adore les gens avec qui on le fait, en tout cas. Vous avez des questions par rapport à Lionel, par rapport à son processus de création? Oui, Raphaël? Pour rencontrer le bon éditeur, tu veux dire? Alors, moi, des éditeurs, tu t'achètes l'officiel de la musique, qui est ça existe encore, ça? Oui, tout à fait, tous les ans par l'IRMA. Tu as un bouquin IRMA où tu vas trouver tous les contacts du monde de la musique, et il y a des tas et des tas d'éditeurs. À mon avis, le plus important, c'est sa réputation. Il faut qu'humainement, tu puisses t'entendre avec lui, et qu'ensuite, vous vous compreniez musicalement déjà. Je crois que ce sera déjà une bonne base. Donc en fait, il faut trouver quelqu'un qui aime profondément la musique et qui soit honnête. Et avec qui tu puisses t'entendre. Et ça sera pareil pour tout, de toute façon. Que ce soit les musiciens ou... C'est nécessaire ça du coup, selon vous, dans la production de... Ah non, mais tu peux travailler les 10 prochaines années sans éditeur et sans maison de disques. Il n'y a pas de problème, surtout aujourd'hui. Mais si à un moment donné, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire pour ce qui est le métier de l'édition, si tu ressens le besoin de travailler avec un éditeur pour avancer différemment ou pour juste collecter tes droits, etc., tu es libre d'en prendre un, quoi. Sinon, tu peux être aussi ton propre éditeur en étant simplement adhérent à la SACEM, en fait, et en déposant tes titres à la SACEM, quoi. Puisque c'est toi qu'on viendra voir si on veut utiliser ta musique directement. Voilà, quand on pose les morceaux à la SACEM, on est référencé sur un catalogue. Et effectivement, le catalogue éditeur, c'est la SACEM dans ce cadre-là. Vous avez d'autres questions par rapport à ça ou autre chose qu'a dit Victoire ou Lionel? Non, c'est terminé. Oui. Le rapport avec la musique de Bachung et de Gainsbourg, je suis pas spécialiste, en fait, je découvre la musique, je la reçois comme ça et j'entends des trucs. Et j'entends du Gainsbourg et puis du Bachung énormément dans la voix. Alors, le Bachung, ça doit venir du morceau qui s'appelle Dimanche. Et c'est Bertrand Belin qui chante sur cette chanson. Et moi, je trouve aussi des tas de similitudes entre la façon d'interpréter la musique de Bertrand et celle de Bachung. Mais ce serait mentir que de dire que c'est une influence pour moi, parce que moi, je connais très mal la musique de Bachung. Par contre, Gainsbourg, c'est une vraie obsession depuis que je suis gosse. Et beaucoup
beaucoup sur sa période qui va en gros des tout débuts jusqu'à ses enregistrements de musique jamaïcaine. En gros, c'est une longue période et c'est celle que je préfère. Et c'est pas simplement une influence sur le phrasé ou le texte, c'est aussi tous les gens qui ont été ses producteurs et ses arrangeurs, donc des mecs comme Jean-Claude Vanier, tous les gens avec qui il a travaillé en gros tout au long de sa carrière, qui sont aussi des influences parce que c'est des gens qui avaient à chaque fois des partis pris assez forts et sur des titres, des albums comme Melody Nelson par exemple. Sans y penser et vraiment très modestement, on a toujours vachement pompé la manière de travailler les basses au doigt en jouant les basses près du micro, etc., pour avoir cette espèce de son clinquant. On y arrive très mal, mais moi je joue de la basse que comme ça parce que c'est comme ça que j'en joue depuis que je suis gamin en écoutant ces disques. Donc oui, évidemment, Gainsbourg c'est une influence majeure, mais quand on enregistre, on se pose jamais ces questions-là. C'est juste parce que c'est des disques qu'on a trop écoutés, tu vois. Melody Nelson, moi, c'est un album que j'ai pas écouté depuis une paire d'années parce que j'ai peur de m'en écœurer tellement je le connais par cœur, quoi. Tu vois, je fais une pause pour pouvoir revenir dessus dans un an ou deux, quoi. D'autres questions encore? On va te passer un micro, Raphaël. Je voulais savoir, parce que vous avez dit aussi que vous étiez en relation avec 3 labels, il me semble, et que comment ça se fait qu'on puisse être... c'est quoi la relation exactement qu'on a avec chaque label s'il y en a plusieurs? En fait, quand tu signes un contrat, il y a aussi une notion de territorialité. Donc en gros, tu peux très bien donner ta musique à un label, un label ou un distributeur uniquement pour un nombre X de pays en Europe et d'autres aux États-Unis. Donc en fait, nous, on n'a jamais signé de contrat avec les labels américains parce que c'est des labels indés purs et durs et on envoyait les masters, ils fabriquaient les disques, ils nous envoyaient un carton de disques et le deal s'arrêtait là, tu vois. Donc nous, on était juste ravis de travailler avec ces labels-là. Et de cette manière-là, en France, et avec Because, on est plus sur des formats de contrats classiques, mais ils nous ont toujours foutu une paix royale sur le fait qu'on puisse de temps en temps, tu vois, continuer à faire des 45 tours aux États-Unis ou en Belgique ou en Angleterre, comme on l'a fait l'année dernière, où on a sorti, nous on adore les 45 tours de Noël, on en fait un tous les ans. Voilà, donc l'année dernière, on a fait une collab comme ça avec un tout petit label anglais. Et globalement, c'est des choses qui sont tolérées. Mais si tu veux parler de manière plus légale, quand tu signes ton contrat de distribution, tu vas définir des territoires. Donc tu peux travailler avec 15 labels si tu veux, ce qu'en font plein de gens d'ailleurs. D'accord, merci. D'autres questions encore? Oui, une question, Tiffany. Moi, j'avais une question pour Victoire. Je voulais savoir si ça lui était déjà arrivé de devoir annuler un concert quand vous êtes arrivé dans un autre pays. Alors non. On a annulé un seul concert qu'on n'a même pas annulé, on l'a reporté pour raison médicale. Voilà, ça venait de chez nous. On ne pouvait pas faire le concert. Sinon, non, on prépare en amont et quand le tourneur a un doute sur le lieu qui nous accueille, il nous envoie les informations ou les contacts et la fiche technique du lieu et on s'assure avec les techniciens que c'est faisable. Donc, pour éviter les problèmes, justement. Arriver quelque part et faire « Ah non, on ne peut pas jouer ». D'ailleurs, je crois qu'on jouerait quand même. Ça, il faudrait vraiment... La seule date qu'on a annulée, c'est parce que j'ai fait une crise d'appendicite aiguë et je tenais plus debout. C'est la seule, hein, je crois. Mais ouais. Après, annuler une date, il faudrait vraiment... je sais pas ce qu'il faudrait pour ça, quoi. Que votre Ou sécurité peut-être que la soit sono pas en plante, jeu, tu vois, ou un truc comme ça, ouais. Ou que la sécurité nous tape dessus. Mais encore... Oui, on jouerait quand même. Ouais. D'accord. D'autres questions encore? Oui, Laurent. Oui, alors j'ai été très surpris d'entendre qu'une fois artiste Lionel, ta vie de famille avait changé, qu'elle avait pris un pas bien meilleur. Qu'est-ce qu'il en est pour le tour manager? Parce que d'après ce qu'on a entendu, le problème c'est que tu es la maman, la directrice, l'amie, la confidentielle de tout ce monde-là. Alors où est-ce qu'est la place de la famille? J'ai un compagnon très compréhensif qui voyage aussi pas mal.
Donc voilà, ça s'organise. J'ai d'autres collègues qui sont ingé son et régisseurs de tournée qui partent dans le monde entier avec Cat Power et qui prennent quand même des vacances avec leurs enfants. Donc voilà, tout est question d'organisation. Tu dis en amont à tes employeurs que sur cette période-là, tu peux pas être dispo, ou voilà, et tu fais en fonction. Et puis des fois, tu fais venir ta famille quand tu peux sur certaines dates. À la charge de, c'est pas, c'est à la charge des personnes. Hein. C'est pas open bar. Encore d'autres questions? Non, c'est terminé. Bien, je vais vous remercier tous les deux. Je vais vous remercier Merci vraiment à vous. beaucoup parce que vous avez répondu avec beaucoup de sincérité et beaucoup de naturel tous les deux. Et du coup, ça nous fait une très belle émission. Et puis, je pense que pour tous ces jeunes en devenir, c'est plutôt une belle façon de voir le métier. Je pense qu'on peut les applaudir tous les deux.